23 éditeurs. 23 refus. Trop complexe pour le grand public. C'est la phrase qui revient le plus souvent dans les lettres de refus. Mais surtout, le public ne sera pas capable de suivre. Et puis un film sort, puis un deuxième, et ce livre que personne ne voulait toucher fait plus d'1 milliard de dollars au box-office. Alors la vraie question, ce n'est pas comment Dune a réussi. Pourquoi est-ce que ça a pris 60 piges ? Alors on est en 1957 et Frank Herbert n'est pas un écrivain, il est un journaliste et on l'envoie en Oregon. Plus précisément à Florence, une petite ville côtière, des dunes de sable qui avancent sur les grandes routes, les terres ainsi que les habitations. Et en fait le gouvernement ils essaient de les stopper avec une herbe européenne. Et donc ce qu'il va faire Herbert, c'est qu'il va monter dans un petit avion, il va survoler le désert et là quelque chose se passe. Il remarque que le sable reste pas immobile. Le sable se déplace, il coule, il respire et il avance parce qu'il sait qu'il est inarrêtable. Donc en fait le sable n'est pas seulement un paysage, c'est un être vivant, à lui tout seul. Et il comprend soudainement Herbert qu'un écosystème peut dicter la politique, l'économie, la religion d'une civilisation entière. Et donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va pas publier son reportage, il va la ranger dans ses notes et pendant 6 ans, il laisse germer une idée. Et de ces dunes de l'Oregon va naître une planète. Arrakis. Parce que 6 ans de recherche, c'est un peu long. Que ça soit au niveau de l'écologie, de la politique, de la mystique soufie, des histoires des empires coloniaux. Rappelons également quand même que Frank Herbert s'est fortement inspiré d'un conflit qui s'est déroulé au 19e siècle entre le Daghestan et la Fédération de Russie. En fait, à cette époque-là, c'était pas du tout un État moderne, c'était un territoire composé de tribus musulmanes indépendantes qui parlent différentes langues et qui vivent dans des villages perchés dans les montagnes. Et face à elles, en fait, il y a l'Empire russe, une sorte de puissance chrétienne orthodoxe en pleine expansion territoriale. Et à cette époque-là, en fait, la Russie veut contrôler le Caucase pour sécuriser sa frontière sud et empêcher l'influence de l'Empire ottoman et de la Perse. Et ce qui va se passer, c'est que le Caucase devient donc un champ de bataille géopolitique. Donc ce n'est pas seulement une conquête militaire, c'est une sorte de choc entre un empire centralisé et de l'autre côté des sociétés tribales religieuses. Et en fait, c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir une figure émerger, c'est l'imam Shamil. Et en fait, l'imam Shamil, c'est un chef religieux soufi, un stratège militaire qui va unir en fait les tribus du Daghestan et de la Tchétchénie sous une bannière religieuse commune. Il va transformer une résistance locale en guerre sacrée, surnommé le Ghazavat. Je pense que je le prononce mal, tu vois. Khazavat, peut-être. Et en fait, la religion devient une structure politique et la foi va devenir une sorte de discipline militaire. Et en fait, dans ces montagnes, les montagnes vont devenir une sorte de forteresse naturelle. On voit déjà un peu les refs à Dune. Et pendant près de 30 ans, Shamil tient tête à l'armée russe. C'est-à-dire qu'il va utiliser le terrain hostile comme avantage stratégique, mais plus la guerre dure et plus le mythe grandit et l'imam Shamil, en fait, il va devenir un symbole, limite un prophète. Et comme Paul, tout pareil, il va finir par comprendre que la ferveur qu'il a déclenchée va complètement dépasser son contrôle. Et Frank Herbert, en fait, n'invente pas un messie guerrier. Il observe juste l'histoire, il va la transposer, et il va montrer comment est-ce qu'un leader charismatique peut devenir prisonnier de la foi qu'il incarne lui-même. Et le manuscrit qui va réussir à en tirer ces 215 000 mots, 3 fois la norme de l'époque, et les éditeurs le lisent et ils le renvoient. Et c'est-à-dire qu'en fait les raisons varient parce que le fond, si tu veux, il est toujours le même. Il y a même l'un d'eux qui va écrire sans détour que le public de science-fiction n'est pas assez mature pour ce que vous écrivez, monsieur. Surtout pour comprendre un univers aussi complexe. Et un autre, il va être plus honnête, il va griffonner une phrase qui va rester d'ailleurs dans les archives de l'édition, et il va dire en fait « Je fais peut-être l'erreur de la décennie ». Il va avoir raison parce qu'il va y avoir au moins 23 refus, puis quelqu'un va dire oui. D'un endroit qui est vraiment improbable. La boîte d'édition qui va dire oui s'appelle Chilton Books. Je connais pas, c'est normal parce qu'en fait il publie à la base des manuels pour réparer des caisses. Donc non, pas de roman, pas de fiction, pas de science-fiction, c'est un homme qui prend le risque et qui s'appelle Sterling Lanier. Et il dit à son patron les yeux dans les yeux, si je me trompe, vous pouvez me virer. Et donc Chilton publie Dune en 1965 dans un format relié massif qui ressemble étrangement
à leur guide de mécanicien. Le prix de vente, c'était 5,95 $, ce qui était pour l'époque extrêmement cher, surtout quand tu fais le rapport avec l'inflation. Les libraires ne savent pas où ranger le livre, certains le glissent au rayon mécanique. Imagine-toi en 65, tu cherches un guide de réparation de boîte de vitesse pour une Chevrolet, et tu tombes sur les vers géants d'Arrakis. Ça n'a aucun sens. Et les ventes, malheureusement, elles démarrent lentement, très lentement, et l'employé donc qui a accepté donc de publier le livre, il va se faire licencier quelques mois plus tard. Mais lui, le livre, il survit. Et donc pour comprendre pourquoi est-ce que personne n'en voulait, il faut comprendre ce qu'Herbert avait vraiment écrit. Ce n'était pas en fait une aventure simple. C'était un avertissement. C'est-à-dire, pour petit rappel, on est en 1965 et l'Amérique, à ce moment-là, est très conservatrice. La science-fiction se vend sur des couvertures avec des héros triomphants. Et Herbert, lui, il écrit sur le djihad. Il écrit sur la manipulation religieuse, sur un messie fabriqué de toutes pièces par un ordre de femmes mystiques qui programme les prophéties depuis des siècles. Dans Dune, le héros, ne sauve pas le monde. Le héros, il déclenche une guerre sainte qui tue des milliards d'êtres humains. C'est horrible. Et Herbert, il le répète tout au long de sa vie. Méfiez-vous des sauveurs. Mais petite victoire en 1966 parce que le livre va remporter le Hugo. Et la même année, il va remporter le tout premier prix Nebula de l'histoire. Et donc ça devient le premier roman à réaliser ce doublé. Et on a les étudiants américains en pleine révolution culturelle qui l'adoptent comme un manifeste, pas comme un divertissement. Et donc Dune à ce moment-là, il n'est pas lu, il est brandi. Spider-Man, les Avengers et tous les héros ont des responsabilités. Chez Herbert, les héros sont des catastrophes annoncées. Et ça, c'est très difficile à vendre. C'est très difficile à mettre à l'affiche et c'est très difficile à transformer en jouet. Sauf que c'est exactement ce qui rend Dune immortel. Une décennie plus tard, et Star Wars sort. Et les lecteurs de Dune, ils lèvent un sourcil. Une planète désertique où grandit un élu, un empire galactique oppressif, un ordre de guerriers au pouvoir mentaux, une ressource stratégique unique, une prophétie, un messie. Herbert, il dresse la liste et il voit plus de 30 similitudes qui sont directes. Non, il va pas poursuivre George Lucas, mais il ne cache pas son amertume non plus. Parce que ce que George Lucas a fait, c'est ça. Il a gardé la structure, il a enlevé la philosophie, il a rendu le tout familial, rassurant et surtout quelque chose qui peut se vendre. Et oui, Hollywood, face aux deux, il choisit celui qui se vend le mieux. Et la différence entre les deux, c'est que l'un défie les spectateurs, tandis que l'autre rassure le spectateur. Les premières tentatives d'interprétation étaient plutôt médiocres. La première commence dans les années 70 avec un réalisateur mystique qui reçoit une carte blanche, c'est Alejandro Jodorowsky. Et lui, il n'a pas lu Dune quand il signe. C'est juste un ami qui lui a dit que ce livre-là, c'est un banger, vas-y. Donc ce qu'il va faire, il va commencer à recruter du monde, des artistes en veux-tu en voilà, du Salvador Dali, du Orson Welles, du Mick Jagger. Le script dépasse plus de 400 pages, il parle d'un film de 14 heures. Bon. Un peu long. Et là, Hollywood va faire quelque chose d'assez incroyable. Ils vont voir les visuels, ils adorent, ils veulent le projet, sans le réalisateur. Et donc le réalisateur, Jodorowsky, il se dit bah non, c'est mon projet. Et le film, il s'arrête là. Mais son ADN va contaminer Hollywood pendant plus de 30 ans. Parce que 10 ans plus tard, t'auras David Lynch qui va aussi tenter sa chance. Il va refuser le retour du Jedi, pour prendre Dune. Parce qu'il pense, trouver plus de liberté créative. Et malheureusement, il se trompe parce que les voix off ne fonctionnent pas. Les coupes du studio brisent complètement l'histoire. Et aux États-Unis, des cinémas distribuent un glossaire à l'entrée. Avec une sorte de dictionnaire au guichet. Carrément, Lynch va finir par retirer son nom du générique sur certaines versions du film. Et le verdict, il tombe, il est définitif. Dune est inadaptable. Et donc, après Lynch, Dune va retourner dans l'oubli stratégique. Parce qu'à Hollywood, un blockbuster ne vend pas que des billets. Ils doivent vendre des jouets, ils doivent vendre des figurines, ils doivent vendre aussi un parc à thème, comme on l'a vu. Qui veut acheter la figurine d'un baron obèse et cruel ? Quel enfant veut un héros hanté par des visions et destiné à déclencher un massacre? Et en 2008, Peter Berg essaie de muscler le projet. Moins de philosophie, plus d'action et les fans qui hurlent complètement, donc ça... Voilà, le projet meurt dans l'œuf. 2011, t'as Peter Morel qui veut mettre de la 3D, le budget dépasse 175 millions de dollars. Les studios paniquent, ça s'effondre. Et pendant ce temps, Disney rachète Star Wars pour 4 milliards de dollars. C'est-à-dire que d'un côté, Hollywood préfère miser des milliards sur la copie plutôt que de comprendre l'original. Je mentionne quand même le fait qu'au début des années 2000, la licence Dune va avoir
Une petite parenthèse de succès, c'est-à-dire qu'à la télévision, sur la chaîne Sci-Fi, on a la même version en France qui diffusait Ken le Survivant, c'était la belle époque. En fait, cette chaîne va produire une mini-série d'à peu près 3 épisodes qui durent 4 heures. Et pour la première fois, on prend le temps. On prend le temps d'expliquer, on prend le temps de respirer. Les intrigues politiques, elles deviennent compréhensibles, le vocabulaire reste intact. Par contre, le budget, il est très modeste. Ça se voit, mais c'est l'un des plus gros succès de la chaîne jusqu'à présent. Et jusqu'à tout récemment, c'est la série la plus respectueuse, ou en tout cas le contenu audiovisuel le plus respectueux du livre, jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Jusqu'à qu'un réalisateur canadien arrive et dise une phrase simple. Ce n'est pas infilmable, c'est que vous avez mal filmé. Denis Villeneuve, réalisateur québécois, Incendie, Prisoners, Arrival, Blade Runner 2049. Quand Legendary Pictures lui demande ce qu'il veut faire, sa réponse tient en 6 mots. Je veux faire un Star Wars pour les adultes. Le studio comprend immédiatement, mais ce qui rend Villeneuve différent des autres, ce n'est pas sa technique, en fait c'est son histoire personnelle avec le livre. C'est-à-dire que lui, à 13 ans dans ses cahiers d'école, il dessinait déjà des storyboards de Dune. Les décors, les costumes, les plans. Quand il tourne le film, certains de ces plans sont exactement ceux qu'il avait imaginé lorsqu'il était jeune. Il n'adapte pas Dune. Il accomplit quelque chose qui prépare depuis l'adolescence. Et ce qui est fort, c'est que tous ces choix artistiques vont tous aller dans le même sens. Il va couper le roman en deux, il va le tourner dans des vrais déserts, c'est-à-dire en Jordanie, dans les Émirats Arabes Unis, avec un design brutaliste, minéral, qui est écrasant. Il va refuser les montages frénétiques, il va accepter la lenteur. Et il va convaincre Hans Zimmer de refuser Tenet de Nolan pour composer de la musique. Et Zimmer va carrément créer des nouveaux instruments qui n'existaient pas à l'époque, parce qu'il faut donner en fait cette impression que la musique vient d'une autre planète. Et donc derrière tout ça, il y a quand même une guerre, c'est-à-dire que Legendary finance 75% du film, tandis que la Warner entre comme distributeur. Il y a la pandémie qui arrive et Warner décide en fait une sortie simultanée, c'est-à-dire à la fois en salle et aussi en streaming. Et Legendary en fait, ils vont les menacer en justice et il y a un accord secret qui va éviter le procès. Et Denis Villeneuve en fait, il tourne un film dont la suite n'est pas encore garantie à ce moment-là. Donc si la première partie elle échoue, Dune restera inachevée pour toujours. Et lors des premières projections à Venise, la salle se lève. Et les critiques parlent pas seulement de mise en scène, ils parlent de sensations physiques, ils parlent du son, ils parlent du silence, ils parlent du poids. Et sur internet, c'était quelque chose d'inhabituel en fait. Les gens qui décrivent pas l'histoire, ils décrivent uniquement les sensations ressenties lorsqu'ils regardaient le film, un peu comme la première fois que on a vu Avatar. Puis les chiffres tombent, ça te fait 407 millions pour la première partie, 714 millions pour la deuxième et plus d'1 milliard au total. Mais les chiffres les plus révélateurs, c'est pas le milliard, en fait, c'est l'écart entre les deux films. La suite qui fait presque le double de l'original. Parce que souviens-toi, quand tu vois les deux parties, Villeneuve, en fait, n'a pas simplifié Dune pour la suite. Il a approfondi, il a montré que le Messie allait devenir le monstre qu'il annonçait. L'histoire, un peu, elle part un peu en sucette. Il a refusé une sorte de happy ending, tout le monde s'aime main dans la main, tu vois. Et on peut dire quelque part que le public est revenu pour ça. Donc pendant 60 ans, les studios cherchaient à rendre Dune confortable, et Villeneuve, en fait, il a fait totalement l'inverse. Et le public de 2024 s'est souvenu qu'il aimait être défié. Et donc on peut dire que Dune n'était pas nécessairement maudit, mais qu'il était un peu en avance sur son temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, like, abonne-toi, partage, mets un commentaire, mets la cloche si c'est pas déjà fait, et puis on se retrouve à très vite, à très bientôt. Ciao.